Merci. Quelques mots en français et tout le monde aura d'ailleurs la discussion, l'échange, le rendez-vous. Merci mademoiselle. Avec Isabelle Huppert se fera en français. Donc pour ceux qui ne parlent pas le français, vous avez des écouteurs. Je vous redis, comme chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, que vous devez porter vos masques. C'est important. Cette discussion durera environ 1 heure. Et la raison pour laquelle Isabelle Huppert est ici, au-delà du fait que Isabelle Huppert est à Cannes, ce qui depuis quelques années déjà est une chose merveilleuse, et j'ai l'habitude de dire qu'ici à Cannes, elle a occupé quasiment tous les rôles. Il n'y a plus que le mien qu'elle n'a pas fait, mais elle saurait faire. Elle saurait faire, elle a été dans les films en compétition, hors compétition, dans des films au certain regard, à l'ouverture, à la clôture, elle a été présidente du jury, mais aussi parce que, au-delà d'être une grande artiste, elle est une grande cinéphile. Elle voit beaucoup de films, elle supporte aussi la sortie de certains films. Souvenez-vous de Vanda, de Barbara Loden qu'elle avait accompagnée. Mais la raison pour laquelle elle est ici est une raison qui n'est pas que cinématographique, qui est aussi théâtrale, ou en tout cas qui regarde aussi les questions de théâtre. Comme vous le savez, le Festival de Cannes s'est modestement installé aux dates du Festival d'Avignon, qui est toujours début juillet, et nous aussi on est venu se mettre début juillet, et avec Olivier Py, le directeur d'Avignon, on a toujours on a de très bonnes relations. Il s'en va, c'est d'ailleurs un regret pour nous parce qu'il aime beaucoup le cinéma, mais j'espère que ça lui permettra de refaire des films, et Isabelle est au cœur un peu de cet échange-là, théâtre, cinéma, Avignon, Cannes. Moi-même, j'irai faire dimanche, après la clôture, une discussion à Avignon avec Olivier Py et sous le parrainage de Télérama, le magazine, comme un peu aujourd'hui avec Guillemette Odissino, qui est membre du comité de rédaction de Télérama. C'est aussi comme ça qu'on fait. Et Isabelle est quelqu'un qui travaille autant pour le théâtre que pour le cinéma. Elle a ouvert le Festival d'Avignon, le Palais des Papes cette année. Elle est venue ici de façon très exceptionnelle en faisant un aller-retour pour aussi évoquer, en tout cas c'est la nature de la discussion que je crois qu'ils auront entre eux et avec vous, puisque le micro sera tendu à la salle à un certain moment, sur la question théâtre et cinéma. C'est quoi d'être une comédienne au théâtre et d'être une actrice au cinéma? Pour mener cette discussion, donc, elle est membre de la rédaction de Télérama. Elle est aussi membre du comité de sélection du Festival de Cannes. Merci d'accueillir Guillemette Odissino. Donc elle sera plutôt au théâtre, hein, en gros, et pour le cinéma, il est membre du comité de rédaction de la revue Positif. Vous le voyez également au cercle sur Canal+, Philippe Rouillet. Et vos applaudissements étaient pas mal, mais là il va falloir faire beaucoup mieux pour Isabelle Huppert. Alors, je vais commencer, chère Isabelle, pour vous accueillir. Cette standing ovation nous fait presque penser que nous sommes dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc vous en venez, vous arrivez de la cour d'honneur où vous jouez La Cerisée de Tchekhov, ce magnifique rôle de Lyubov, qui est une femme qui hésite entre ô combien de chagrin et encore un peu de légèreté. Donc on va aborder avec vous ces aspects-là, c'est-à-dire ces personnages-là au théâtre, mais aussi évidemment tous vos personnages au cinéma, et on va en fait se poser une question ensemble de quel est votre art du jeu
et comment il s'envole d'un endroit à un autre, de la caméra à la scène, et comment peut-être que ces deux endroits-là s'enrichissent, se complètent, ou peut-être même s'opposent. Donc, d'abord, Philippe va un petit peu brosser quelques rôles de votre carrière de cinéma, pour ceux qui auraient habité jusque-là sur Mars. Voilà, c'est-à-dire qu'Isabelle Huppert, on ne la présente plus, mais quelques repères, hein, pour dire qu'au départ, c'est des cours, le conservatoire, la rue Blanche, et puis alors très vite, vous faites des seconds rôles dans des films marquants, que ce soit César et Rosalie, et puis alors, 2 seconds rôles très marquants, c'est Les Valseuses, la jeune fille qui s'émancipe, et puis Dupont-la-Joie, la jeune fille qui est violée. Et vraiment la consécration internationale avec le rôle titre de La Dentelière, 1977, et qui ne va pas vous enfermer dans un rôle, j'allais dire, victimaire, puisque 1 an après, c'est Violette Nozière, qui est en quelque sorte une réponse, là encore, une jeune femme, mais qui répond par l'agression. Et Violette Nozière, premier prix d'interprétation à Cannes. Alors, à partir de là, je dirais que votre carrière est lancée à l'international. Vous travaillez avec les plus grands cinéastes. Et il y a des séquences comme ça où vous enchaînez les films avec une gourmandise dingue. Je donnerai qu'un exemple. 1980, vous enchaînez Sauf qui peut la vie, Jean-Luc Godard, avec Loulou, Maurice Pialat, puis La Porte du Paradis, Michael Cimino, Les Héritières, Martin Metzaros. Voilà. Une année sympathique, 4 films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voilà, c'est tout simplement. Hein, on les aime plus ou moins, mais c'est 4 films extraordinaires. Voilà. Alors, à partir de là, vous allez creuser sur ce sillon. À la fin des années 80, vous retrouvez Claude Chabrol pour Une affaire de femme, et ça va être, j'ai l'impression, le début d'une nouvelle collaboration très riche qui va s'étendre sur derrière 6 films. Et puis, au début des années 2000, c'est Michael Haneke, le rôle de La pianiste, qui est de nouveau un prix d'interprétation à Cannes, et de nouveau le début d'une fructueuse collaboration au long cours. Et puis, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que vous tournez sur tous les continents, y compris le continent asiatique. On vous a vu ici même dans les films de Briante Mendoza et Hong Sang-soo. Vous avez tourné donc aux États-Unis, vous avez tourné partout en Europe, vous parlez plusieurs langues, ce qui vous permet aussi de jouer dans des langues étrangères, et peut-être ce sera intéressant de voir tout à l'heure quel est le rapport au rôle quand on joue dans une autre langue que la sienne. Est-ce que c'est pas justement se mettre une sorte de vêtement ou de prothèse? Est-ce qu'on est la même quand on parle en anglais ou en italien? Voilà. Ça fait partie des choses qu'on pourra voir tout à l'heure. Voilà. Comme Philippe Rouillet parle beaucoup, je vais juste, sur votre carrière théâtrale, d'abord commencer dans les années 90, parce que j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se passe de vraiment très fort et qui n'a cessé après. En fait, de faire que chaque fois qu'on l'annonce, votre présence dans une pièce, c'est un événement. C'est vraiment quelque chose d'attendu. Ce sont à chaque fois des rôles très forts. Et donc, on se demande, il y a chaque fois ce mystère Huppert de se demander comment va-t-elle, elle, le réinventer, comment va-t-elle, elle, le jouer. Donc, évidemment, il y a eu Orlando de Virginia Woolf comme rôle. Il y a eu la Solange des Bonnes que vous êtes allée jouer avec Cate Blanchett en Australie. Il y a eu Phèdre, mais ce Phèdre au pluriel, où vous étiez vraiment tant de Phèdre à la fois. Vous disiez vous-même que vous étiez à la fois une mère, une pute, une femme amoureuse, enfin quelque chose qui englobait pratiquement toute la féminité dans un même rôle. Vous avez été Médée, vous avez été Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir. Là, vous abordez pour la première fois Tchekhov. Vous avez été une amarante inoubliable dans Les Fausses Confidences de Marivaux. Il y a quelque chose, quand on regarde, c'est la même chose effectivement que dans la carrière de cinéma, quand on regarde votre carrière au théâtre, on a l'impression que toutes les féminités sont passées par vous, que tous les affres, que tous les bonheurs, que toutes les mélancolies, que toutes les monstruosités féminines, à un moment, ont été incarnées par Isabelle Huppert. C'est ça qui est absolument... qui est vraiment fascinant. Et je viens de voir les critiques de ce Tchekhov que vous jouez en ce moment.
Et là encore, tout le monde écrit, quelles que soient les opinions sur la mise en scène de Thiago Rodriguez, tout le monde écrit qu'une fois de plus, vous proposez un mélange suspendu, totalement fascinant, de mélancolie et de légèreté. Donc voilà, Cannes est votre monde, mais je pense que vraiment, les planches sont aussi votre grand monde. Bon, mais non, mais ça, c'était pas le but. Donc vas-y. Peut-être la première question, c'est comment on fait les choix? Parce que est-ce qu'au théâtre, vous choisissez des rôles et au cinéma des metteurs en scène? Est-ce que ça se passe comme ça? Alors, d'abord, merci pour tout ce que vous venez de dire et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Voilà. Et Guillemette Dicino, vous disiez que vous parliez d'événements ou de... En fait, le vrai événement pour moi, tant au théâtre qu'au cinéma, mais peut-être encore plus au théâtre, c'est vraiment les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Vous parliez d'Orlando, c'était évidemment avec Bob Wilson. Phèdre, c'était avec Christophe Arlikovski. Jacques Lassalle. Médée, c'était Jacques Lassalle. Aramin, dans Les Fausses Confidences, c'était Luc Bondy. Donc, c'est avant tout des rencontres exceptionnelles avec des metteurs en scène, plus que des rencontres, au fond, avec des rôles eux-mêmes. Au fond, d'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir été si intéressée que ça par les rôles, finalement. Je suis plus auto-intéressée par le regard que va poser un metteur en scène sur telle ou telle histoire. Je suis à peine, d'ailleurs, intéressée par les personnages. Je suis plutôt intéressée par des états successifs que une personne traverse à travers un spectacle. C'est les états qui, à l'arrivée, construisent un personnage. Mais je ne peux pas dire que j'ai à chaque fois le fantasme ou le rêve d'interpréter tel ou tel personnage. C'est évidemment la construction subjective que fait le metteur en scène d'une histoire et de ce personnage. Et c'est ça qui, intuitivement, c'est pas d'ailleurs une stratégie ou un choix délibéré, mais c'est intuitivement mon approche, en tous les cas, de ce que je fais. Et c'est ce qui laisse évidemment une très grande liberté aussi que je me donne à moi-même, puisque n'envisageons pas les choses à travers la convention d'un contour préétabli qui serait donc justement le personnage. Alors ça laisse tout simplement la possibilité que le vivant et que la vie s'engouffrent, et surtout de m'accorder à moi-même la plus grande liberté, chose évidemment que je trouve surtout, que je trouve évidemment au cinéma, parce que par rapport au théâtre, le cinéma serait plutôt le lieu de l'inédit par définition, alors que le théâtre est évidemment le lieu de la convention, et donc il n'y a pas de théâtre sans mise à mort du théâtre à chaque fois renouvelé, parce que c'est comme ça que le théâtre continue à rester vivant. Voilà. Il y a aussi qu'au théâtre, vous jouez des personnages qui ont déjà été joués, alors que très souvent au cinéma, il y a le cas d'adaptation. Quand vous faites La Dame aux Camélias, effectivement, il y a eu d'autres Dames aux Camélias avant vous, mais très souvent, ce sont des personnages originaux. Alors ça change évidemment l'approche, parce que... Bien sûr, oui, absolument. Par définition, le cinéma, c'est quelque chose que il n'y a pas de personne ne s'en est fait une idée toute faite avant. Alors que le théâtre, d'une manière d'ailleurs plus ou moins erronée, parce que finalement, qui est Phèdre, d'ailleurs, qui est Madame Bovary aussi, hein. Même Flaubert lui-même, il ne la décrit pas si précisément que ça, Madame Bovary. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais oui, qui sont tous ces personnages? Ils sont à la fois tout le monde et personne. Donc, c'est faire confiance, au fond, à ça. Et ça donne, encore une fois, une très grande liberté. Et puis, à travers des metteurs en scène qui proposent une esthétique, une vision, un cadre qui sont à la fois contraignants, quand c'est le cas quand je travaille avec quelqu'un comme avec Bob Wilson, et en même temps qui laisse une rencontre avec soi-même, puisque au fond, quand on est comédien, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'envisage. C'est même pas d'ailleurs, que je l'envisage sûrement, parce que c'est mon visage, donc voilà. Mais c'est plutôt de se rencontrer soi-même, parce que j'entends souvent les acteurs ou les actrices parler du métier d'acteur ou d'actrice en disant que
c'est pour être quelqu'un d'autre ou c'est pour se... Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt une rencontre avec soi-même qu'on décline, évidemment, à l'infini sous des masques différents, mais c'est plutôt quelque chose qui vous ramène à soi-même tout le temps. Y compris au théâtre, alors que c'est plus une gageure, effectivement, au théâtre, parce qu'au théâtre, encore une fois, il y a la convention, on joue un personnage de Tchekhov, on joue Marivaux, on joue Racine. Alors, il y a des images un petit peu qui ankylosent un petit peu l'approche de ça. Mais encore une fois, pas avec les personnes avec qui je travaille, heureusement. Pardon de rebondir là-dessus, mais donc vous dites que vous aimez vous rencontrer. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous surprenez sacrément? Est-ce que vous rencontrez des Isabelle Huppert au fur et à mesure des rôles que vous ne connaissiez pas? Alors non, pas du tout. Non, parce que là aussi, c'est un peu un cliché de dire qu'un rôle vous a appris quelque chose sur soi-même. Non. Il m'apprend d'ailleurs, un rôle, ça m'apprend rien, ni sur moi-même, ni sur personne, ni sur quelqu'un d'autre. C'est juste du plaisir pur et de la sensation immédiate. Enfin, pour moi, jouer, c'est vraiment ici et maintenant. C'est quelque chose qui se passe au moment où ça se passe, avec une intensité décuplée, peut-être au théâtre, mais au cinéma aussi. Mais je ne peux pas dire que ça m'apprenne quoi que ce soit. Peut-être que ça apprend quelque chose aux spectateurs, parce que c'est fait pour ça d'ailleurs les films. C'est à la fois pour distraire, pour faire réfléchir, pour poser des questions auxquelles on n'apporte pas forcément des réponses, parce que surtout le cinéma, c'est à la fois le visible et l'invisible, le cinéma. C'est pour ça qu'on l'aime tant d'ailleurs. Il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on ne montre pas, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Voilà. Mais c'est participer à tout ce mouvement. Mais moi, ça ne m'apprend pas. Non, pas du tout. Non. Alors, votre carrière au cinéma était très installée, et puis à partir de 89, vous revenez au théâtre. Est-ce que c'est un besoin? Le cinéma ne suffit pas? Le théâtre apporte des choses différentes? C'est une manière de vivre autrement sa carrière de comédienne? Non, c'est pas vraiment ça. C'est d'abord, pour commencer, moi je fais aucune différence entre le jeu au cinéma et le jeu au théâtre, au risque peut-être parfois de surprendre, alors là pour le coup peut-être de me surprendre moi-même, mais et encore non, je crois pas que je me surprenne moi-même tellement souvent, mais je ne fais aucune différence. Bon, d'abord, je crois que le spectateur de théâtre, il a changé au cours des années, donc il ne voit plus les spectacles de théâtre de la même manière qu'il les voyait avant. Et le théâtre convoque souvent le cinéma de plus en plus. Vous avez certainement vu beaucoup de spectacles de théâtre avec de la vidéo, avec la tentation du gros plan, par exemple, la tentation de s'approcher, la tentation de s'éloigner. Pas forcément besoin de la vidéo pour ça, parce que quand on prend quelqu'un comme Bob Wilson, par exemple, Robert Wilson, il va recréer l'illusion du gros plan par la sonorité ou par la lumière. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, au cours des années récentes, il y avait deux mondes qui étaient totalement distincts et qui le sont évidemment, parce qu'il y a un arbitraire du théâtre qui n'a évidemment rien à voir avec je dirais, l'arbitraire du cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi l'arbitraire. Hein. Quand on c'est toujours de la forme, que ce soit le théâtre ou que ce soit le cinéma, avec peut-être la possibilité au cinéma d'accueillir plus une forme de naturalisme ou de réalisme, mais c'est quand même de la forme, et c'est quand même faire croire à la réalité à partir d'une pure illusion. Mais j'ai l'impression que le théâtre convoque de plus en plus le cinéma. C'est peut-être un petit peu moins vrai. Je ne pense pas que le cinéma convoque tant que ça le théâtre, mais c'est vrai pour le théâtre en tous les cas. Et donc, mais ce n'est pas à cause de ça que je ne fais pas de différence entre le théâtre et le cinéma. C'est juste pour pas trop m'embarrasser, en fait. Voilà, c'est un peu non, c'est pas par paresse, parce que je suis pas paresseuse, mais j'ai pas envie de me poser des problèmes qui me semblent peuvent être abolis, en fait. Et donc, je me pose pas, je me dis pas, je fais du théâtre ou je fais du cinéma. Enfin, faire du cinéma, je pense pas qu'on se le dise qu'on en fait, mais le faire du théâtre, oui, justement parce que il y a cette lourdeur de cette convention qui est quand même
assez difficile à laquelle il est parfois difficile de se confronter. Donc je préfère me dire que voilà, à part évidemment la chose totalement improbable et extraordinaire d'avoir des êtres vivants en face des êtres vivants. Voilà. Mais enfin, comme ça dure depuis un certain temps, on finit par s'habituer. Ça dure depuis des millénaires quand même. Mais c'est vrai que c'est une chose incroyable. À partir de là, sur ce qui est la manière d'envisager un rôle ou le jeu, je ne me pose pas de questions, je ne fais pas de différence. Je joue de la même manière. Voilà. Vous jouez de la même manière, mais alors je ne sais pas, vous allez peut-être me dire non, mais par exemple, j'ai lu que pour Médée, de Jacques Lassalle, vous aviez pensé qu'en fait, Médée, ça pouvait être un fait divers. Que vous aviez voulu rendre ce qui est ô combien un personnage mythique, tragique, d'interroger ça comme une femme du quotidien qui aurait été soumise à presque un fait divers. Pourquoi elle était arrivée là ? Et je me suis demandé si ça venait du fait que vous aviez beaucoup, par exemple, joué avec Claude Chabrol et que ce genre de femmes qui sont confrontées au quotidien, aux faits divers et à la violence qui peut advenir comme ça, est-ce que ça avait nourri cette réflexion, par exemple ? Pas d'une manière consciente, mais toutes les histoires viennent du fait divers. Hein. Phèdre, c'est aussi un fait divers. Hein. C'est une femme qui tombe amoureuse de son beau-fils, donc ça relève du... Je crois que c'est ça, non ? C'est ça, oui. Oui. Du fait, tout est... Bon, après, c'est enchâssé, évidemment, dans le tragique, mais on pouvait d'autant plus le dire que la langue d'Euripide est beaucoup plus... concrète d'ailleurs qu'on ne croit, tout comme l'est d'ailleurs la langue de Tchekhov que j'ai le plaisir et le bonheur de jouer en ce moment, qui est tout d'un coup une langue beaucoup plus concrète. On se fait parfois là aussi des idées sur la pesanteur ou la lourdeur d'une langue ou le classicisme d'une langue. Et en tous les cas, Euripide, c'était pas difficile, oui, à travers la langue même et les mots, parce qu'il y a même un moment, enfin ça c'était la liberté du traducteur de l'époque, qui disait salaud. Bon, évidemment, on n'imagine pas Euripide dire salaud, mais enfin, c'était quand même dans cette traduction. Donc, c'était particulièrement moderne. Donc, dans tout, quelle que soit la chose qu'on raconte, on peut toujours trouver. Et c'est pour ça qu'on la raconte, que ce soit au théâtre, encore une fois, dans les formes les plus classiques ou au cinéma. D'ailleurs, pourquoi les faits divers fascinent tant, c'est parce que c'est à la fois le mystère insondable. On en a quelques-uns comme ça qui sont quand même assez intéressants là en ce moment. On a envie de scruter les visages, de regarder, parce qu'il y a des choses, c'est l'impensable, c'est l'inconcevable, mais en même temps c'est le fait divers. Voilà. Donc c'est dans tout ce qu'on raconte, tout ce qu'il nous est donné de raconter à travers les films et à travers les pièces, y compris les plus antiques, y compris les plus classiques, y compris les plus iconiques, comme on dit. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre jeu, ce serait de partir un peu du quotidien pour ramener au mythique ou au mythologique, que ce soit au théâtre ou au cinéma, pour donner une sorte d'universalité ? Je crois pas, non, parce que ça, ce dont vous parlez, ça c'est à charge c'est le cinéma qui prend ça en charge. Alors c'est peut-être une compréhension de ce que le cinéma peut justement apporter, ou même le théâtre, mais alors là peut-être encore plus le cinéma, parce que je disais tout à l'heure, il y a du visible et de l'invisible, et justement dans l'invisible que tout d'un coup on peut le spectateur peut-être peut justement être renvoyé à une vision comme ça plus universelle, et pas uniquement dans un message trop précis qui lui serait adressé. Mais encore une fois, je pense que c'est le cinéma, et celui qui le pratique pour moi, ou avec moi, ou devant moi, c'est évidemment le metteur en scène qui ça, moi, j'y suis pas pour grand-chose quand même, je crois. Oui, mais j'ai du mal, oui. Ça m'étonnerait. Oui. Mais vous parlez des metteurs en scène, donc vous ne faites pas de différence, vous, donc en tant qu'interprète entre le cinéma et le théâtre, mais est-ce que la parole des metteurs en scène, qu'ils soient de cinéma ou de théâtre quand même, est différente ? Est-ce que vous la digérez, disons, pour qu'elle soit identique pour votre manière de jouer, mais est-ce que quand même l'échange est différent dans le travail ?
ne serait-ce que se mettre à la table d'abord pour travailler un texte. Enfin, quelles sont les différences que vous ressentez, vous? Mais ça, c'est une très bonne question parce que là aussi, je pense que si un observateur qui viendrait comme ça sur toute la durée de la fabrication d'un film ou d'une pièce, un observateur un peu néophyte même, je pense qu'il serait extrêmement surpris de voir au fond ce que c'est vraiment l'échange entre un metteur en scène et des acteurs, ce qu'on appelle la direction d'acteurs. C'est difficile. Parfois, c'est difficilement... Enfin, on a un peu du mal à le décrire parce que ça correspond évidemment pas du tout à certains peut-être clichés qu'on peut avoir, parce que c'est évidemment pas il n'y a pas le rapport frontal déjà de la question et de la réponse. Bon, le cinéma, c'est un langage en soi. Donc, c'est à travers ce langage commun qui s'élabore que finalement le dialogue entre le metteur en scène et les acteurs se fabrique et que les questions et les réponses se donnent. Plutôt que à travers comme ça voilà, c'est pas tout à fait comme si on faisait ni de la cuisine ni c'est pas que c'est plus mystérieux, mais ça prend en compte ce qui est l'essence même du cinéma, de ce que ça veut dire de filmer un visage, ce que ça veut dire de filmer un plan américain, ce que ça veut dire de filmer un corps en mouvement. Et l'acteur, il le ressent très profondément, ça. Et c'est comme ça, au fond, qu'on comprend quelque chose autour d'un personnage. Alors le théâtre, évidemment, c'est encore un peu différent, mais c'est tout d'un coup comme... Pourquoi, sur un plateau, une phrase va être dissible parce que le mouvement correspond à ce qui doit être dit. C'est assez mystérieux, mais le théâtre, c'est vraiment... moi, je compare ça souvent à... C'est comme un monde... C'est un peu la création du monde, le théâtre. Enfin, il faut rester un petit peu modeste, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est une terre en friche, et puis tout d'un coup, il y a un monde qui se crée, et voilà, les acteurs, comme le metteur en scène, c'est pas tout à fait réglé de la circulation, comme si, justement... on était un agent de la circulation. C'est un peu, on crée un monde et c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est parce qu'on peu à peu, ce monde se crée, puis tout d'un coup, on trouve sa place dans ce monde. Voilà. Alors, selon un mode différent, évidemment, au théâtre, au cinéma, parce que le monde ne se crée pas de la même manière au cinéma. Et puis, au fond, au théâtre, je crois, l'acteur, il assiste à toute cette création du monde pendant toute la préparation du spectacle et pendant qu'il le joue encore, parce que c'est un monde en mouvement qui se modifie soir après soir, au contact du public, mais pas que au contact du public, qui se modifie par, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, une chimie entre les acteurs qui fait que c'est jamais la pareil. Le monde qui se crée au cinéma, c'est pas tout à fait pareil, parce que je pense que le monde, il va se créer aussi au montage, qui est l'étape finale et essentielle, d'où l'acteur est complètement... Lui, il peut que ressentir la période où il est filmé, mais évidemment, il ne peut pas anticiper ce qui est le stade ultime et essentiel. Je ne sais plus quel grand metteur en scène, je ne sais plus si c'était... Je sais pas, Bresson, Bunel, je sais pas. Il y a un grand comme ça qui parlait du montage beaucoup mieux que ce que je fais ce soir, mais qui disait ça, je crois, par rapport au montage, que c'est là où le film. Parce que c'est la dernière écriture. Oui, encore la dernière écriture du film. Définitive, c'est le mot que vous avez employé, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on l'a écrit au scénario, on l'a écrit en le tournant, et on va le réécrire. Alors Truffaut disait, on tourne contre le scénario et on montre contre le tournage. Bon, c'est un peu excessif, mais on voit bien l'idée de trois fois faire le film, et le film qu'on voit, c'est le film monté. Absolument. Et j'ai en train de penser, c'est à la fois définitif, et puis c'est ce qui va rester, alors que le théâtre, c'est tout le contraire, c'est jamais définitif, et surtout, ça va mourir. Bon, c'est pas très gai ce que je dis, mais c'est quand même la vérité. C'est quand même l'expérience un peu de la vie et enfin, de la mort. Oui, un peu, c'est la vie, mais c'est l'art c'est l'éphémère. Le cinéma, on sait qu'on fait quelque chose qui va rester. Moi, je crois qu'on le ressent, ça aussi, un peu. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas encore plus faire confiance à son metteur en scène de cinéma ? Parce qu'il y a un moment où ça va vous échapper, où on vous dit vous rentrez chez vous et on va finir le film sans vous, le montage, alors que le théâtre, vous êtes là du début à la fin. Vous êtes là jusqu'à le rideau qui tombe, et voilà, et après tout le monde rentre chez soi.
Oui, mais alors là, vous venez d'employer un mot clé qui est la confiance. C'est plus que de la confiance qui doit s'instaurer entre un metteur en scène et une actrice ou un acteur. C'est de la croyance. C'est un sentiment vraiment très, très puissant, sans aller vers là où on ne veut pas l'emmener, hein, un mysticisme qui n'a peut-être pas lieu d'être. Mais vous savez, ça me fait penser quand même à cette phrase d'un grand théoricien et metteur en scène du théâtre qui s'appelait Grotowski et qui disait à propos du jeu au théâtre, jouer, c'est pas une affaire entre soi et le public, c'est pas une affaire entre soi et son partenaire, c'est même pas une affaire entre soi et soi, c'est une affaire entre soi et quelque chose de très mystérieux au-dessus de soi. C'est une phrase un peu énigmatique, mais que je trouve quand même assez claire, et je trouve qu'il fait appel à une idée comme ça d'un sentiment très fort et très puissant de croyance en ce qu'on fait. Alors évidemment, il faut le faire avec les bonnes personnes, parce que c'est pas n'importe qui peut vous transmettre ce sentiment de croyance très 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 fort en ce qu'on se fait, et sans lequel on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, et pas seulement d'ailleurs les choses les plus difficiles soi-disant à faire, mais y compris les plus simples ou les plus anodines. Il faut y croire, voilà, au moins le temps qu'on le fait. Mais alors, est-ce que cette confiance, elle doit être d'autant plus intense et absolue, et cette foi d'autant plus absolue dans un monde qui va mourir ce soir, c'est-à-dire dans le théâtre, mais parce que justement, il faut que cette magie, elle soit absolue parce que ça va mourir ce soir, ou est-ce qu'il faut donner encore plus cette confiance pour un monde, en plus qu'on ne voit pas naître vraiment, qu'on verra naître ensuite et qui lui va rester? Est-ce que l'anxiété, elle est plus d'un côté ou de l'autre, la confiance plus d'un côté ou de l'autre? Il n'y a pas vraiment d'anxiété. Enfin, l'anxiété au théâtre, c'est encore autre chose. C'est l'anxiété, oui, qu'on peut imaginer quand même voilà, encore une fois, c'est assez difficile d'en parler, ça, d'ailleurs, je trouve. Au fond, peut-être par superstition, c'est très difficile de parler de la peur qu'on peut ressentir voilà, être devant un public. C'est d'ailleurs pas tellement la peur, parce qu'il y a aussi une jouissance très très forte à être regardé, à être entendu, à atteindre parfois des moments où on se dit, bon, là, on a compris qu'on atteignait quelque chose. Donc, mais c'est difficile de parler de cette peur, mais je ne crois pas qu'on fasse forcément que la confiance doit être plus vive dans un cas comme dans l'autre. Je crois que là, pour le coup, c'est exactement la même chose, je crois. Alors, je me posais la question sur deux cinéastes qui ont fait du théâtre, mais pas avec vous, qui sont Patrice Chéreau, qui vous a dirigé dans Gabriel, et puis Michael Haneke, qui vous a dirigé dans 4 films. Est-ce que, du coup, même si le mot direction d'acteur, on est d'accord, on n'aime pas ça, mais le travail avec eux est différent de par le fait qu'ils ont fait par ailleurs du théâtre ou pas? Alors, ils sont très différents l'un de l'autre. Ils ne travaillent pas du tout de la même manière. Donc, par exemple, Patrice Chéreau, avec qui effectivement j'ai fait Gabriel, et malheureusement jamais de théâtre. Et c'est vraiment quelqu'un auquel je pense très très souvent. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et alors, il avait une relation très forte et très particulière avec les acteurs. Quelque chose au fond que j'ai peut-être accepté de lui, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais que j'ai aimé avoir avec lui, que j'aurais peut-être pas aimé avoir n'importe qui d'autre, mais c'est parce que c'était lui. Mais une manière, un engagement, une attention à l'acteur qui serait pas du tout celle de quelqu'un comme Claude Chabrol, par exemple, qui a une relation complètement différente aux acteurs. Mais de Patrice, il travaillait quand même sur une forme d'intensité, et puis je vais même vous dire quelque chose que peut-être je n'ai pas dit souvent, mais Patrice, il m'a appris à baisser la tête. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'il trouvait toujours que je ne baissais pas assez la tête. Et je trouvais que c'était... Au début, ça m'énervait. Je me disais, pourquoi il veut pas que je baisse la tête? Et en même temps, par rapport à ce que je devais jouer dans Gabriel, il voulait... C'est vrai que baisser la tête, enfin, ça voulait dire le poids d'un malheur, le poids de quelque chose. Et j'ai jamais oublié cette manière qu'il avait de me demander très souvent, trop souvent, d'ailleurs ça m'énervait beaucoup, mais après j'ai fini par le faire, de baisser la tête, c'est-à-dire il voulait atteindre comme ça une forme de vulnérabilité, je crois, surtout,
en me disant ça de cette manière-là. Mais alors, une manière alors peut-être que ça venait... Enfin, baisser la tête, non, ça venait pas du théâtre, parce que je crois qu'on lève plutôt la tête quand on fait du théâtre. Mais c'était cette intensité, cet engagement, enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé avec personne d'autre. Peut-être c'est parce que il était le metteur en scène de théâtre que l'on sait et d'opéra. Et Michael, qui a été aussi... Enfin, moi, j'ai jamais vu de mise en scène de théâtre de lui. J'ai vu le Don Juan à l'opéra qu'il a monté, qui était magnifique. Mais alors, il a une relation complètement différente aux acteurs, à savoir que, au fond, il dit très, très, très peu de choses. Il est très, très intéressé par tout ce qu'il y a de très technique et par la précision. Voilà, c'est quelqu'un qui est obsédé par la précision. Et il a raison, d'ailleurs. Parce que et le théâtre et le cinéma, peut-être quelque chose qu'on dit pas assez souvent, c'est quand même l'art de la précision. Hein. C'est quand même l'art de faire entrer... c'est un peu le fil dans le chat d'une aiguille quand même quand on réfléchit, parce que ce soit l'espace de la scène, qui est, même si c'est l'espace immense sur lequel je joue en ce moment, qui est la cour du Palais des Papes, qui est très très grand, mais enfin ça reste quand même un champ très très limité par rapport à des choses parfois qu'on veut exprimer, qui consistent à dire qu'on veut aller, par exemple, d'une chambre à une autre. Ben, ça ne sera jamais que voilà, dans un champ très très limité. Et au fond, le cinéma, c'est ça aussi. On s'exprime dans un... Quoi qu'on ait à exprimer, on l'exprime dans un champ extrêmement limité. Puis c'est quand même, c'est encore peut-être plus qu'au théâtre, c'est l'art de la précision, c'est tourner le visage d'une certaine manière, faire un pas, mais un demi-pas, mais pas un pas de plus. Enfin, c'est une contrainte énorme. Et quelqu'un comme Michael Haneke, c'est vraiment le génie de la précision et donc de la vérité, enfin de la vérité, que la chose soit crédible. Ça, c'est complètement obsédé pour qu'un geste soit vraiment vrai, qu'on y croit, que ça soit pas faux. Mais le reste, non, il dit rien, quoi, pas grand-chose. Voilà. Mais moi, ça me va très bien. Deux cinéastes avec qui vous avez tourné et qui faisaient du théâtre ailleurs. Et en revanche, Marivaux, vous l'avez à la fois fait au cinéma et au théâtre. Avec Benoît Jacot. Avec Benoît Jacot et Luc Bondy. Alors, est-ce que ça, tout de même si vous dites que tout est pareil, est-ce que c'est intéressant de le faire, et puis évidemment avec deux directeurs différents, mais aussi dans ces deux supports différents? Oui, c'est intéressant. Luc Bondy, c'était les fausses confidences, et Benoît Jacot, c'était la fausse suivante, avec Sandrine Kiberlin et Mathieu Amalric. Et voilà. Et donc c'était deux expériences complètement différentes, parce que Luc Bondy, qui a fait des films aussi, je crois il a fait un ou deux films, donc il était passé par l'expérience du cinéma. Mais là, c'était le passage comme ça, on filmait dans la journée avec une extension des décors. Enfin, c'était très curieux comme expérience, parce qu'on filmait à la fois dans le cadre du théâtre de l'Odéon, on allait faire un petit tour du côté du jardin de Luxembourg quand même, et puis voilà, c'était comme s'il élargissait le cadre du théâtre avec les moyens que le cinéma lui permettait. Et Benoît Jacot, c'était encore différent. C'était filmé sur la scène aussi un petit peu, en allant un peu... En fait, si on transpose le théâtre au cinéma, on a un petit peu envie de s'échapper dans les coulisses, on a un petit peu envie de faire tout ce que le théâtre, encore une fois, ne permet pas. Parce que le théâtre, on est là, on y reste, on ne peut pas s'en échapper. Donc voilà, on peut difficilement demander aux gens de se lever. Bon, ça peut arriver, hein, il y a des expériences théâtrales qui peuvent amener le public à se déplacer. Mais voilà, donc les deux expériences de théâtre filmées, c'était comment est-ce qu'on essaye d'extraire le public de sa situation assise là où il est, puis de l'emmener un petit peu sur des chemins de traverse ailleurs. Voilà. Vous parliez de la précision chez Haneke, et lui, justement, me parlait de l'adoration qu'il avait de votre jeu et de la précision. Et il disait, Isabelle, c'est vraiment une Rolls. On peut lui demander, par exemple, pour un personnage, une larme dans une scène, et Isabelle va me demander sur quel mot tu veux la larme, et sur quel mot de mon texte. Et
pile à cet instant-là, donc on ne peut pas imaginer plus précis. C'est presque sur quelle syllabe la larme va apparaître. Et donc, évidemment, la caméra va être là pour recueillir ça, puisque c'est prévu, c'est voulu par le cinéaste. Et je me demandais s'il y avait comment on fait au théâtre, parce qu'au théâtre, on n'a pas le gros plan, on a tout le corps. Donc, cette précision-là, on va l'exprimer comment ? Mais au théâtre aussi, et surtout par exemple dans le spectacle que je joue en ce moment, la Cerisay, donc à Avignon, il y a nous sommes 11 ou 12 comédiens, 11 je crois, et là aussi il y a beaucoup de circulation entre les comédiens, il faut aussi beaucoup de précision dans cette... on peut pas faire n'importe quoi, et puis l'émotion vient tous les soirs aussi. Enfin, il y a 1000 raisons pour cette chère Lyuba Andreevna de s'émouvoir et j'espère d'émouvoir un peu les gens. Mais ça ne vient pas toujours au même endroit. Ça, c'est le hasard de la représentation théâtrale. Après, je crois que Michael, je ne sais pas si je peux vraiment faire ce qu'il dit que j'ai fait, mais ça, je ne crois pas que ça soit la précision, c'est encore autre chose, c'est être plutôt relié à toutes les strates d'un personnage à tout moment. Et évidemment, le personnage de la pianiste nous emmenait comme ça dans des recoins, très, très obscurs de la psyché féminine et humaine, tout simplement. Et donc, il y a, disons, un réservoir d'émotions qui est dans tous ces personnages que j'ai joués, peut-être, qui est toujours prêt à s'exprimer, à être exprimé, à charge pour le metteur en scène d'être toujours prêt à le recueillir aussi. Voilà. Je ne crois pas que ça n'a pas la mécanique de la précision, mais je crois que c'est le terreau du personnage pendant tout le long du film ou de la pièce. Il y a évidemment un des points communs de vos personnages, de vos psychés, alors on enlève féminine, les psychés en général, qui interroge toujours le monstrueux. Vous interrogez le monstrueux au cinéma, vous interrogez le monstrueux au théâtre, et avec une manière justement de le moderniser, de le réinventer, de vous mettre dans la coquille du monstrueux pour proposer autre chose. Est-ce que c'est parce que ça vous intéresse en soi d'aborder ces précipices-là? Je ne dirais pas le monstrueux, je dirais la part sombre, mais pas le monstrueux. Et pour mieux faire comprendre la part sombre, il faut aussi pouvoir en dégager la part d'innocence. La part d'innocence, c'est éventuellement ce qui pourrait laisser une chance. Enfin, si tant est qu'on veut lui donner une chance, mais c'est que ça ouvre peut-être le débat, et ça ouvre ça rend la réception et la compréhension et la tentative de compréhension d'un personnage, d'une situation, d'une histoire un peu plus large. Donc d'essayer de ménager tout le temps cette petite part d'innocence vis-à-vis de la part plus sombre, encore une fois, je dirais, que monstrueuse. J'ai jamais eu de problème à dégager cette part sombre, quitte à prendre le risque qu'elle soit envisagée comme monstrueuse dans tous les films que j'ai faits, parce que j'ai quand même l'impression que tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, que ce soit Haneke, Chabrol particulièrement, c'était une vision... c'est jamais les individus qui étaient monstrueux, c'était plutôt les situations qui étaient monstrueuses et comment les individus se sortaient de cette situation monstrueuse. Donc c'était quand même toujours une vision un peu plus politique des situations qu'il montrait. Et donc d'être très conscient de ça et de le savoir, d'abord ça fait qu'on ne s'embarrasse pas du tout de la moindre... frilosité à devoir interpréter soi-disant un personnage monstrueux. Non, c'est plutôt comment suivre comme ça le cheminement d'une pensée dans ce qui peut avoir évidemment de difficilement compréhensible, mais ça permet d'être au plus proche de ça et puis de le faire un petit peu comprendre. Encore que ça ne soit pas vraiment mon but ultime de le faire comprendre. C'est simplement, moi, plutôt, c'est comment c'est le plaisir, comment je trouve mon plaisir d'actrice, tout simplement, à cheminer dans cette ambiguïté. D'une manière générale, c'est beaucoup plus facile de jouer l'ambiguïté que de jouer la simplicité.
peut-être qu'un jour je devrais jouer pas la simplicité, mais au fond des sentiments plus clairs. Je pense que c'est pas que je pense que c'est assez difficile à jouer aussi. Alors que l'ambiguïté, d'abord, ça va assez bien avec le médium du cinéma, encore une fois, qui permet de dire quelque chose et d'en penser une autre au même moment. Donc enfin, je ne devrais pas dire ça, mais c'est relativement confortable de jouer comme ça des choses un peu mouvantes, qui ne sont pas résolues, dont on sent comme ça qu'elles soulèvent des questions. Je trouve ça assez... Enfin, facile, peut-être pas le mot, parce que c'est pas le problème, peut-être ni facile ni difficile, mais c'est agréable en tous les cas. Alors que de jouer, au fond, des sentiments plus francs, c'est plus difficile, je trouve, au fond. Ça pose aussi peut-être la question du réalisme qu'on prend avec des pincettes, mais par exemple dans Loulou de Piala, où Piala veut recréer du réel, c'est plus compliqué parce que ce personnage, c'est un personnage du quotidien. Voilà, elle a un mari, elle a un amant. Oui, mais alors, Piala, vous avez dit, il veut recréer du réel, et c'est vraiment le mot qui s'impose parce que c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que Piala, pour moi, il filmait pas le réel parce que sinon, ça serait du... Enfin, je ne sais pas ce que ça serait, mais enfin, ça serait pas des films de Maurice Piala. Ça ne serait pas du Piala. C'est-à-dire que Piala, je trouve qu'il recrée le réel d'une manière... Enfin, il y a une vraie forme quand même, je trouve, dans les films, une manière comme ça, dans la narration, de juxtaposer des situations, parfois sans vraie causalité, comme ça, d'une scène à l'autre. Il y a un art vraiment du langage cinématographique qu'on a parfois tendance, enfin pas à oublier, mais parce qu'on se dit comme c'est le maître comme ça d'une forme de réalisme, de naturalisme, certes, mais je trouve que voilà, il y a une recréation du réel qui fait que finalement on n'est pas dans un pur naturalisme chez Piala. Néanmoins, tout ce que vous dites est vrai, oui. Mais je crois que dans tous les films, on correspond à des modèles, au fond, des modèles qui sont de l'ordre du cliché aussi, hein, souvent. C'est aussi à travers ça que les gens se reconnaissent. Mais dans toutes les grandes œuvres, il y a du cliché. Madame Bovary, c'est aussi c'est des clichés. C'est pas, enfin, des clichés dont Flaubert tire une matière géniale, mais c'est pas autre chose que des choses assez simples, finalement. Il y a des questions dans la salle. Oh, il y a des questions dans la salle. Voilà, alors, on a des gens, venez, il y a des gens qui vont vous passer des micros. Donc là, ils arrivent. Voilà. Donc, vous vous levez et on vous passe le micro. Là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, ma question, en fait, c'est... Moi, en tant que journaliste, souvent, quand je parle à des artistes internationaux, ils vous citent souvent, ils sont impressionnés par vous, parce que vous dégagez quelque chose de très impressionnant. Est-ce qu'à l'inverse, ça vous arrive d'être impressionné par d'autres et par extension, est-ce qu'à votre niveau de carrière et de perfection, vous avez encore le trac devant une caméra ou lorsque le rideau se lève ? Alors, je commence par la fin ou par le début ? Je vais commencer par la fin, comme ça va me permettre de réfléchir au début de la question. Non, alors moi, j'ai vraiment jamais eu le trac devant une caméra. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid, moi, de tourner des films. D'ailleurs, il y a une phrase... alors, ça me fait pas ni chaud ni froid de faire du théâtre. Non, ça, je vais pas vous mentir, encore une fois. Je veux pas, le soir d'une première, tous les acteurs du monde, ils sont un petit peu anxieux quand même. On a toujours peur. Puis on a peur tout d'un coup d'oublier son texte. Enfin, ça, c'est très, très curieux comment... l'esprit fonctionne sur une scène de théâtre, c'est très vertigineux et c'est très intéressant aussi, mais ça, on n'échappe pas à ça. Mais alors, le cinéma, ça me fait rien du tout, moi. Ça me fait plaisir, mais ça me procure rien, en fait. Enfin, rien de ce que... rien de désagréable, en tous les cas. Et alors, à ce propos, d'ailleurs, Michael Haneke, sa phrase préférée dans La pianiste, il adore cette phrase, enfin moi je l'aimais bien aussi d'ailleurs, c'est que, parce que quand même ça a à voir avec, enfin c'est pour développer ce que je vous dis, parce que je pense pas que l'émotion trop forte vous aide à traduire l'émotion justement. Et le personnage de la pianiste, quand elle fait travailler pour la première fois, d'abord quand elle le voit jouer pour la première fois, elle comprend qu'à travers sa manière de jouer,
elle va pouvoir, et ça va éventuellement la tenter, et qu'en même temps, elle rejette profondément ça. C'est-à-dire qu'elle comprend que sa manière de jouer, il y a de la séduction, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. En même temps, c'est aussi ça qui va l'attirer. C'est bien ça le problème de la pianiste. Elle le comprend immédiatement quand elle l'entend jouer pour la première fois passer une audition. Ce double mouvement contradictoire qui fait qu'elle va tomber dans quelque chose qu'en même temps, elle philosophiquement et artistiquement, elle rejette profondément. Et donc, la deuxième fois qu'elle le fait travailler, elle le reprend et elle lui dit « La froideur, ça vous dit quelque chose ?» La froideur. Alors ça, Michael, ça le rendait fou. Il adorait cette phrase, d'autant plus que je ne sais pas pourquoi, pour des raisons techniques, j'ai dû la synchroniser. Hervé en sait quelque chose, ici présent, Hervé Ikovic, qui préside brillamment à cet épisode, à cette étape du film. Et ça, c'est une phrase qui mettait Michael Haneke en joie, parce que quand je lui dis « la froideur, ça vous dit quelque chose ?» Parce que pour lui, effectivement, c'est-à-dire que c'est le jeu, c'est la froideur du jeu, justement, c'est-à-dire l'intégrité, en fait. Si on devait remplacer un mot pour un autre, ça serait l'intégrité, pas l'esbrouf, pas l'envie de séduire, quelque chose de... Et c'est évidemment très, très profond aussi, peut-être, et encore plus compréhensible pour l'esprit, pour le rapport à la musique que peuvent avoir les Autrichiens ou les Allemands, quelque chose de vraiment... C'est une affaire sérieuse, hein. C'est quand on parle de Bach, quand on parle de Mozart, enfin, c'est... Voilà, faut pas aller dans une chose dégoulinante. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça me fait ni chaud ni froid. Ben, je pourrais peut-être vous dire, ça me fait plutôt froid que chaud, quoi, du coup. Voilà. Ah, qui m'intimide? Personne m'intimide, a priori, non. Non, mais c'est pas un sentiment qui m'intéresse, l'intimidation. C'est vrai. En tous les cas, dans mon tout petit périmètre, moi, je m'exprime dans une chose qui est assez restreinte, hein, c'est-à-dire qui va du plateau de théâtre où je ne prétends pas savoir beaucoup plus de choses sur la marche du monde, hein, mais ce que je fais, disons que je le comprends un petit peu et ça me suffit. Donc voilà, il n'y a personne qui m'intimide vraiment dans ce registre-là. Après, si, évidemment qu'il y a des figures majeures, pas qui m'intimident, mais que j'admire ou que... Et alors, la question, c'était quoi? C'était ça? Oui. Non, dans le métier, pas une personne en particulier. Je crois que une actrice dans tel rôle, Julianne Moore dans Map of the Stars, par exemple. Enfin, voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Shirley MacLaine dans Some Came Running. Comme un torrent. Comme un torrent, enfin, comme ça, des choses qui me... Voilà. Derrière, voilà, mademoiselle. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Justine. Bonjour, Justine. Voilà. Très joli prénom. Merci. J'ai lu les lettres de Sade. Justine, enfin, bon. Ah oui. À Avignon, il y a... J'ai le livre chez moi. Ouais. Justement, Vous n'avez pas autant de malheur qu'elle, j'espère. dans la cour d'honneur, Dans la cour d'honneur. habillée en robe rouge, presque comme ça. Ouais. J'adore. Oui, donc avant de vous poser... Avant de vous poser la question, je voulais vous dire que je suivais énormément votre travail et que je voulais vous remercier parce que voilà, vous me donnez envie de faire partie aussi de ce milieu. Voilà. Donc déjà, je voulais vous remercier. Alors moi, ma question, ça rejoint un petit peu, c'était au théâtre et au cinéma, qui vous avait inspiré ou qu'est-ce qui vous avait animé quand vous étiez jeune pour faire ce métier? Et aujourd'hui, qui sont les personnes qui pour vous sont des espoirs entre guillemets, parce que je sais que voilà, vous êtes cinéphile, donc vous suivez un peu tout ça. Donc voilà, je voulais savoir. Alors moi, j'étais pas une cinéphile du tout, hein, quand j'étais. J'ai vu très très peu de films quand j'étais enfant enfin, je crois qu'un des premiers films que j'ai vu, c'était Yo-Yo de Pierre Etex. Donc et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très très drôle. Voilà. Et plus tard, peut-être un des films qui m'a le plus frappé. J'étais toute petite aussi quand je l'ai vu, mais c'était un film à chaque fois que je parle du film, et j'en parle tout le temps, j'oublie le nom du metteur en scène, c'est Quand passe les cigognes. Un film russe. Non, le russe. Hein? Voilà. Bah non. Mais un grand metteur en scène. Il avait Palme d'Or à Cannes en 1959. Un film qui a beaucoup inspiré Claude Lelouch pour les mouvements de caméra. Oui, mais qui était sur le tournage. Lelouch a fait un Quand passe les documentaire. cigognes.
Kalatazov. Merci Kalatazov. beaucoup. Merci. Voilà. Alors ça, c'est un film qui m'avait... parce qu'à la fin, le dernier plan, elle arrive habillée tout en blanc sur le quai de la gare pour retrouver son fiancé qu'elle ne retrouvera pas, étant donné qu'il est mort à la guerre. Et au fur et à mesure, elle marche sur le quai, comme ça c'est Tatiana Samoilovna, l'actrice, une grande actrice russe de cette époque-là. Et elle marche, et elle sourit, et peu à peu, elle comprend qu'il ne sort pas du train. Donc elle croise plein de soldats qui reviennent, et elle comprend qu'elle comprend à ce moment-là qu'il est mort. Elle a les larmes aux yeux, c'est extraordinaire. Et j'ai rien qu'à le raconter, j'en ai la larme aux yeux. Et elle croise un vieux monsieur sur le quai qui lui dit « Il faut vivre, mon petit, il faut vivre. » Voilà. Et ça, je crois que c'est le premier film qui m'a donné envie d'être actrice. Et voilà, dernière question, mademoiselle à côté. Bah oui. Ah. Comment ? Bah dites-le, on a besoin. Ah, bah, oui, c'est vous qui avez un micro. Ah bah voilà. Ah bah oui, alors. Bon. On est désolé. On serait resté tout l'après-midi. First of all, on behalf of the Chinese fans, we love you so much, and we always have this little talk about why Miss Hubert never age. You always look as On se demande toujours pourquoi vous ne semblez jamais vieillir. Also, I have a question about J'ai une question. Do you recite the dialogues all the time, or Est-ce que when you're vous on récitez set, les dialogues do you improvise a lot? ou est-ce que with the parfois dialogue? sur scène vous improvisez quant au dialogue? Yeah. C'est une bonne question. Well, it's not to quote my dear friend Robert Wilson again, but Je ne peux Bob pas Wilson citer à nouveau keeps mon saying cher ami acting Robert is Wilson, mais il dit toujours by que definition. Is jouer, improvisation. c'est improviser. All what it implies, you know, it looks like Avec tout ce que improvisation, cela but implique. it's On never dirait que c'est de improvisation. l'improvisation, mais en On a réalité to be ce very n'est jamais de careful. l'improvisation. Et donc il faut peut-être faire attention. Avec ce qu'on appelle ils ont des tra- l'improvisation, parce qu'on croit que c'est... Voilà, c'est très rare les metteurs en scène avec qui j'ai pu vraiment improviser, c'est-à-dire qui étaient capables d'accueillir cette improvisation qui, par définition, part un peu dans tous les sens et de la comment dirais-je, de l'utiliser, de la canaliser, c'est ça. C'est vraiment avec Maurice Pialat que, je sais pas, pour ceux qui ont vu Loulou ici, il y a des tas de moments dans le film qui sont les fous rires dans la boîte de nuit. Le lit défoncé. Le lit défoncé avec Gérard, par exemple. Tout ça, c'est évidemment de l'improvisation pure, mais c'est vraiment le grand talent de Maurice Pialat d'accueillir ça, que ça ne paraisse pas tout d'un coup comme une espèce de gimmick qui serait presque un peu obscène finalement, parce que, encore une fois... Mais sinon, le jeu, par définition, oui, ça doit laisser croire, enfin, avoir l'amabilité de laisser croire que c'est comme si c'était de l'improvisation, bien sûr, y compris au théâtre, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime faire au théâtre. J'adore ça, faire croire que le texte... Et encore une fois, je reviens à ce par quoi nous avons commencé, mais même en jouant Tchekhov tous les soirs, j'aime bien faire croire que le texte s'invente littéralement et... voilà, au risque de donner parfois quelque chose presque de très concret, mais moi c'est ce qui me plaît au théâtre, c'est ce qui me plaît de le voir et à voir, et c'est ce qui me plaît à faire, de faire. Je ne sais plus parler français là. Enfin bon. Bah, ce sera la conclusion de ce rendez-vous. Isabelle, on vous remercie infiniment. Merci.